Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 1er février, bienvenue dans le ZCL. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous commençons donc cette semaine en recevant aujourd'hui Isabelle Flandrina Adonis. Bonjour. Donc Bonjour. Vous êtes la directrice d'Isanaja Consulting. C'est ça. C'est ça. Et Roussas Francine, la gérante, donc du coup toujours du même organisme, Isana Consulting. D'accord. Voilà, donc vous allez nous présenter tout à l'heure la 4e édition du village couleur créole et saveurs des Outre-mer. Mais pour l'heure, il est 12h30. Voici les titres de l'actualité. C'est la première structure d'accueil de ce genre aux Antilles. Vendredi dernier, la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe a inauguré aux Abîmes la maison des organisations professionnelles. De quoi s'agit-il? C'est la question auquel nous répondrons tout à l'heure dans le développement de l'actualité. Et enfin, dans l'actualité de ce jour, c'est l'un des premiers guides d'information touristique. L'édition 2016 du Petit Futé Guadeloupe a été présentée jeudi dernier lors d'un cocktail tenu à l'hôtel La Maison Créole au Gosier. La 19e édition du Carujet, c'est pour bientôt. Les organisateurs ont fait leur premier point presse vendredi dernier au Gosier pour nous dévoiler les temps forts de ce championnat mondial de scooter des mers. Je vous l'ai annoncé donc tout à l'heure, nous recevons aujourd'hui Isabelle Flandrina Adonis, voilà, donc directrice d'Isanaja Consulting. Et vous venez donc nous présenter la 4e édition du village créole et saveurs des Outre-mer qui se déroulera à Nice pour la 72e foire internationale, c'est ça, donc du 5 au 14 mars. Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler donc l'objectif de cet événement? Oui, bien sûr. Bonjour, merci déjà de nous accueillir aujourd'hui sur le plateau. Donc, Isanaja Consulting, cabinet de conseil en développement international, donc avec pour objectif de promouvoir toute l'excellence de nos Outre-mer. La 72e édition de la foire de Nice et la 4e édition du village couleur créole et saveurs des Outre-mer, donc l'opportunité d'installer un village créole avec nos artisans, notre culture, nos goûts, nos saveurs, nos couleurs, et en invitant également, en tenant compte de la présence de nouvelles destinations telles que la Martinique, qui était avec nous déjà l'année dernière et qui cette année revient encore avec des artisans, notamment du groupement d'art, et la Guyane, à confirmer encore, mais normalement Saint-Martin sera également avec nous, et Tahiti, avec aussi bien de la perle de culture que la beauté des danseuses tahitiennes que nous connaissons déjà, et les associations culturelles bien sûr de Nice qui nous soutiennent en termes d'animation. Alors c'est pour ça que vous avez changé de nom, parce que je crois qu'avant c'était Karukera Opération Séduction. Tout à fait. Donc c'était seulement la Guadeloupe qui était représentée. Tout à fait. Ne sachant pas si cette manifestation aurait du succès, nous avons commencé avec ce que nous connaissons, c'est-à-dire notre terroir. Donc première édition en 2011 dans le cadre du Festival Créole, qui s'est très bien passé au mois d'août, mais un lieu qui a été complètement modifié. Donc, compte tenu de la qualité de la manifestation, on nous a proposé d'intégrer la foire de Nice. Donc, ça a mis du temps à se mettre en place. Et nous avons fait la première édition en 2014. Donc, Karukera Opération Séduction, effectivement, avec des demandes des autres départements d'outre-mer. Mais nous faisons remarquer que Karukera, c'était restrictif, ce qui est vrai. Et donc, la volonté d'ouvrir à l'ensemble des Outre-mer et du monde créole, d'où le nouveau titre qui était déjà sous-jacent, mais qu'on a mis davantage en avant, donc Village couleur créole et saveurs Outre-mer. Et quel a été le bilan de l'année 2015, donc de cette édition? Très positif. Parce que nous avons des communautés d'agglomération qui nous accompagnent maintenant. Au départ, nous avons commencé avec l'aide des institutions, conseil régional, conseil départemental, avec le CTIG et la Chambre de commerce qui sont nos partenaires incontournables. Et nous avons, à force de travail, nous avons maintenant l'accompagnement également de communautés d'agglo qui ont bien compris l'intérêt de promouvoir leurs artisans et leurs acteurs économiques sur ce territoire qui est quand même neuf en termes de manifestations ultramarines, et avec la proximité de l'Italie
et de Monaco à côté, donc des touristes et des gens qui viennent maintenant, qui sont habitués et qui viennent pour goûter nos punchs, pour manger notre nourriture, ramener des petits souvenirs et puis se renseigner sur les possibilités d'hébergement et de circuits qui existent dans les Outre-mer. Donc un potentiel énorme en termes de tourisme, d'économie. Il y a aussi des artisans qui étaient avec nous, qui ont été dans la ville, qui essayaient de se faire référencer dans des épiceries fines, dans des restaurants. Donc l'opportunité vraiment d'ouvrir et de faire connaître nos produits dans cette région PACA. Et combien d'entreprises donc, seront présentes donc, lors de la 72e fois? Un peu plus d'une vingtaine d'entreprises. Donc on a démarré avec une douzaine à peu près. Et au début, il y en avait 6. Et là, on essaie de monter en puissance. Et on devrait être à peu près 25 sur place, donc sur 1000 mètres carrés, avec une scène, avec un restaurant, avec des artisans, avec de la culture, avec téléshopping qui sera avec nous. Enfin bon, vraiment des choses pour promouvoir, faire des animations avec nos produits, avec des produits de vieux habitants. Je ne sais jamais si je peux nommer ou pas, donc j'hésite toujours. Mais donc vraiment des gens du terroir, mais aussi des jeunes qui viennent avec de l'artisanat, avec de la couture qui marie à la fois le traditionnel et l'original. Nous avons de la Martinique des vêtements de nuit. Donc vraiment alors justement, parmi les entreprises, on touche quel secteur? Surtout le secteur artisanal? On essaie vraiment que lorsque les gens débarquent, qu'ils se retrouvent ailleurs. Donc on n'a pas focalisé sur une thématique, c'est une manifestation multisectorielle. Donc nous avons du tourisme, nous avons de l'artisanat, nous avons de l'artisanat agroalimentaire et de l'artisanat d'art, donc des bijoux, etc. Nous avons vraiment tout ce qui peut donner envie aux gens de venir chez nous et quand ils ne peuvent pas venir, d'acheter nos produits. Voilà, donc du vinaigre de fruits, du vin de banane, nous avons des épices, des vêtements, comme je vous disais, vraiment toutes sortes de produits. Et puis les institutions aussi qui sont là pour faire essayer de mettre en place des partenariats, des échanges d'expériences, des partages d'expériences, de faire vraiment tout ce qu'il est possible. Nous avons quelqu'un qui vient des Saintes et que je dois justement mettre en contact avec un pôle d'excellence qui se trouve à Grasse, pour essayer de promouvoir ses produits et de lui donner une visibilité beaucoup plus large que ce qu'il a pour l'instant. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment complet comme manifestation. Alors comment ont été sélectionnées les entreprises? Alors nous avons des entreprises comme celle de Francine qui sont avec nous dès le début. Parce que elles ont entendu parler de la promotion, parce qu'elles apprécient l'organisation, elle le dira mieux que moi tout à l'heure. Mais nous cherchons à avoir des entreprises qui ont la volonté, qui ont une passion, qui ont envie de poursuivre, pas seulement de venir là une fois et de ne plus revenir, mais vraiment des entreprises qui souhaitent, même si ce n'est pas évident, parce que c'est une majorité de gens qui ne sont pas, contrairement à la foire de Paris par exemple, où vous avez des gens, des Antillais qui viennent beaucoup, là ce sont vraiment des gens du terroir, des gens du sud de la France, d'Italie, de Monaco, donc qui sont avides de découvrir, qui ont envie de goûter, de tester, voilà. Donc c'est des entreprises qui ont la passion, qui ont le savoir-faire et qui ont un minimum de compétences pour savoir gérer leurs déplacements. Donc il y a un encadrement bien sûr qui est fait au niveau de la communication, au niveau de l'installation, de la logistique, mais il faut que ce soit des entreprises qui aient envie de poursuivre la manifestation pendant 10 jours, parce que c'est quand même 10 jours, qui aient la capacité de faire tourner leur entreprise pendant qu'ils sont absents, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, et qui ait la possibilité, si ils ont des points de vente, s'ils ont des opportunités là-bas, de pouvoir assurer une livraison soit par Internet, soit en direct, ou éventuellement trouver un petit point de commercialisation de leurs produits. D'accord. Alors, Francine Roussas, vous êtes la gérante donc d'Isanaja Consulting, je vais réussir. Non. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'organisation du coup préalable à ce grand événement? Bonjour tout d'abord. Moi, je produis du punch
punch de la Guadeloupe. Donc Francine n'est pas gérante de Isanaja Consulting, elle est C'est gérante Casa de... Francine. Voilà. D'accord. Ouais, je suis de Casa Francine. Mais je pense que c'était l'émotion un petit peu. Ouais. Non, je produis du punch en Guadeloupe que j'expédie pour tous les salons en métropole, pratiquement tous les salons. Et puis, j'ai connu Isa depuis 4 ans et je poursuis ce chemin avec elle. Ça se passe bien. Vous avez de bons retours Oui, magnifique retour. Comment dirais-je, les visiteurs sont très contents de nos produits parce que cette année, je pense que ça va être la première année, on va avoir aussi peut-être la Guyane. On espère que ça va bien marcher et puis que la Guadeloupe sera bien représentée. Alors les visiteurs que vous rencontrez donc sur le salon, c'est des personnes qui viennent, qui ont la démarche de venir aussi en Guadeloupe? Tout à fait. Oui, qui viennent en Guadeloupe parce que nous faisons la promotion aussi des hébergements, puisque là, nous sommes là pour ça. Hein. Faire connaître surtout la Guadeloupe et les produits à travers cette foire. Nous avions avec nous un site très connu de vieux habitants, très, très culturel. Je ne sais pas si je peux le nommer ou pas, mais bon, je pense oui, que bien sûr, oui. Ouais. Donc c'est la Verte Vallée, la Rivelière, pour lequel on a essayé de trouver des opportunités commerciales pour leurs produits. Mais il faut savoir que les gens sont venus. Parce qu'on a aussi l'opportunité de communiquer là-bas. Nous avons la télé, nous avons la radio, nous avons les journaux. Et l'avantage, c'est que les gens, après, ils viennent. Les gens sont venus, pourtant, je ne sais pas si vous connaissez Verte Vallée, faut y aller. Oui. C'est quand même escarpé. Et les touristes sont venus en disant, mais vous vous rappelez, nous sommes venus et nous sommes venus rechercher vos produits parce que ça nous a plu. Et du coup, ils trouvent le site magnifique et de bouche à oreille, ça contribue encore à faire connaître et reconnaître les sites et les produits de la Guadeloupe. Alors, les régions d'outre-mer ont sensiblement les mêmes produits. Comment la Guadeloupe, puisqu'on est en Guadeloupe, va pouvoir se démarquer, par exemple, des produits que propose la Martinique? Alors, nous avons une organisation assez rigoureuse, c'est-à-dire que déjà, nous essayons de ne pas prendre 10 artisans du même secteur qui font le même produit, en sachant que souvent, en fonction de la destination, la manière de préparer le produit est complètement différente. Donc, vous allez trouver par exemple le manioc qui est fait chez nous d'une telle façon. En Guyane, c'est le couac, je crois, c'est ça, qui n'est pas préparé de la même façon. Vous allez trouver, nous avons trouvé en Martinique des artisans d'art. Donc qui travaillent l'écume de mer, qui travaillent le sable, et aussi une partie prêt-à-porter, mais un designer très original. Et ici, c'est une autre façon de préparer les vêtements. Nous n'avons pas, donc nous essayons de compléter, d'avoir des choses vraiment différentes, mais qui enrichissent à chaque fois le village. Et en fonction, alors il peut arriver qu'il y en ait deux qui fassent la même chose. À ce moment-là, on les dispose complètement à l'opposé parce qu'il y a 2 entrées dans le village. Et l'idée, c'est que vraiment les gens puissent, que ce soit équilibré et que chacun puisse y trouver son compte. D'accord. Alors, est-ce que vous accompagnez aussi les entreprises dans l'évolution également de leurs produits pour éviter d'avoir chaque année la même chose à proposer, en fait? Oui, nous les accompagnons. Ce n'est pas simple. Alors, des produits comme ceux de Francine, nous avons plein d'autres artisans, ce sont des incontournables. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont réussi à fidéliser leur clientèle, leurs visiteurs. Et ce sont des gens, d'ailleurs, qui me disent, on ne change pas de place, surtout parce que on a des Italiens qui viennent et ils savent qu'ils viennent là. Donc, ils n'ont pas à chercher. Et quel que soit ce que vous pouvez leur proposer comme emplacement, ils vous disent non, je reste là. Parce qu'ils savent que les gens, ils viennent et ils vont directement à cet emplacement. Donc Francine a fait notamment des boquites, des punches, des liqueurs, du jus. Donc les gens s'installent, notamment chez elle, hein, et ils restent là, ils peuvent passer la journée. Donc ils vont voir les spectacles. Et puis ils reviennent, ils mangent, ils boivent, ils repartent, ils reviennent. Enfin bon, donc ça peut durer la journée. Et du coup, je me demandais, comme il y a le virus Zika qui prolifère en ce moment, quelles seront d'après vous les conséquences peut-être sur l'événement?
Bon, je pense m'inquiète pas, pas. hein, je m'inquiète Non. pas. Hein. Non. Non. Les gens ont été Oui. plus inquiets par les attentats qu'il y a eu au mois d'octobre que par Mais ça, c'était en... Oui, mais ce sont des mars, choses qui vont plus les inquiéter que par exemple le Zika. Oui. Ils sont D'accord. plus inquiets par la violence, par exemple, sur un lieu. Ils vous disent, ben, on va mettre des anti-moustiques, on en a rencontré. Hein, à l'époque, c'était le chikungunya. Ouais. Bon, oui, on fait attention, on va mettre des vêtements à manches longues, on va se protéger, mais ils sont moins sensibles, je dirais, à ce genre de risque, entre guillemets, qu'à l'insécurité ou la violence sur la destination vers laquelle ils vont. D'accord, très bien. Et du coup, comment vous réagissez par rapport à l'appel de la ministre de la Santé qui a déconseillé aux femmes enceintes de se rendre dans les Outre-mer? Je trouve ça un peu dommage. Oui. Oui. Parce que je ne pense pas que les femmes enceintes risquent quelque chose en Guadeloupe. Je ne pense pas du tout. Hein. Je ne pense pas, personnellement. J'écoutais les informations ce matin et donc il disait qu'il y avait 6 cas de Zika avérés, mais qu'il ne pouvait pas encore assurer que les 6 cas de femmes enceintes donneraient naissance à des enfants ayant des problèmes de santé. Donc ça reste encore très, très subjectif, je dirais. Mais je dirais qu'en plus, en général, quand on est enceinte, on évite de voyager sur des longues distances. Moi, quand j'étais enceinte, je n'allais pas prendre l'avion 8000 km. Bon, donc déjà, ça limite un petit peu. Et puis ensuite, je pense qu'il aurait été plus judicieux, oui, de donner des messages de précaution, de soins, mais pas être aussi catégorique et négatif par rapport au Zika. D'accord. Donc pour revenir du coup à la 4e édition du village créole et saveurs des Outre-mer, comment va se passer en fait l'aide peut-être financière des entreprises pour leur permettre d'assister à ce salon? Alors, excellente question, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question, oui, essentielle, surtout pour nos artisans. Alors, déjà, on a eu une petite difficulté cette année, c'est que le Salon de l'agriculture a reculé sa manifestation d'une semaine. Donc, en général, le Salon de l'agriculture et la foire de Nice sont à une semaine d'intervalle. Là, ils ont reculé, donc on se retrouve à eux terminer le week-end où nous commençons. Donc, c'est vrai que pour les artisans, c'est une petite difficulté logistique supplémentaire. En ce qui concerne la partie purement financière, vous avez des gens bien organisés, des gens comme la Rivelière, Mi Bébé, Francine, etc., qui prévoient, qui planifient leur participation à différents salons. Et mon rôle, c'est aussi de solliciter les institutions, non seulement pour donner une meilleure visibilité au village, ça permet d'avoir... Plus on a d'aide et plus on a, par exemple, de manifestations culturelles, plus on peut faire venir de gens pour faire la promotion. On avait fait venir, il y a quelques années, Benzo pour le créole. Donc, plus on a d'aide et plus on arrive à faire quelque chose de bien. On essaie d'avoir un prix de stand relativement raisonnable par rapport à la foire de Paris ou par rapport au salon de l'agriculture, parce qu'il y a, bien sûr, ce petit détour Paris-Nice, dont il faut tenir compte. Et puis, c'est vrai que souvent, les gens en région parisienne ont de la famille qui peut les héberger, ce qui n'est pas toujours le cas sur la région PACA. Donc, c'est une démarche personnelle de l'artisan ou vous les accompagnez aussi? On les accompagne. Donc, par exemple, Francine a sollicité sa commune d'origine et je peux les aider à rédiger le courrier, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps, toujours la patience, voilà. Et donc, c'est aussi notre rôle de les accompagner dans la rédaction de courrier, dans la rédaction de budget prévisionnel. Il faut se préparer combien de temps avant Il y a 6 mois. 6 mois à peu près. 6 mois. Lorsqu'on a terminé la foire de Nice, on se prépare déjà pour l'année prochaine. L'année prochaine, oui, j'imagine. Oui, et puis c'est vrai que c'est... Donc, ils sont amenés à... Donc, moi, je leur demande de solliciter leur mairie, leur communauté d'agglomération, voire le conseil régional, parce que souvent, quand nous sollicitons les institutions, nous n'avons pas forcément de réponse positive, nous n'avons pas forcément les fonds en temps et en heure. Donc, ça permet à chaque fois d'anticiper. On anticipe au maximum pour que vraiment les entreprises soient plus sécurisées
plus à l'aise pour amener leurs produits, parce que le fret aussi est un gros poste pour eux, donc faire sortir de la marchandise de la Guadeloupe pour arriver à Nice, ce n'est pas toujours simple. D'accord, très bien. Donc, on le rappelle, vous serez donc tous présents lors de la 4e édition du Village Créole et Saveurs des Outre-mer, donc qui se déroulera à Nice du 5 au 14 mars. Donc, on rappelle le nombre d'entreprises en tout. Il y en a un peu plus d'une vingtaine. Donc, il reste encore quelques stands de livres. Donc, par contre, c'est la dernière semaine, puisque c'est bloqué un mois avant. Donc, comme on commence le 5, le 4 au soir, on termine. Donc, comme j'ai eu des demandes, vous pouvez appeler le 06 90 40 82 12, 40 82 12, ou aller sur le site isanaja-consulting.com pour avoir de plus amples informations si vous êtes encore intéressé, mais faites vite. Et puis, si je puis me permettre, oui. Communauté d'Agglo Nord-Grande Terre qui a lancé un appel comment ça s'appelle, à candidature. Donc, le territoire Nord-Grande Terre est amené à se rapprocher de sa communauté d'agglomération. Super. Voilà. Alors Isabelle Flandrina-Adonis et Francine Roussas, je vous remercie d'être venus sur ce plateau. N'hésitez pas du coup à nous tenir informés de l'avancée de cet événement. Et on espère qu'on aura des images nous aussi pour vous suivre lors de la 72e Foire internationale. Volontiers. Voilà. Donc il est 12h56. Je retrouve juste après la pub pour le développement de l'actualité. Il est 13h et on poursuit avec le développement de l'actualité. Les enseignants du collège Félix Éboué de Petit-Bourg se sont fortement mobilisés ce matin. On leur impose la création d'une 11e 6e pour un établissement qui souffre déjà d'un sureffectif. La solution qui s'impose pour ces enseignants, c'est la création d'un nouveau collège à Petit-Bourg. Reportage tout de suite avec Jeff Taylor. Alors nous sommes mobilisés de façon très fortement, je dirais, parce que le rectorat nous impose une 11e 6e, alors que c'est un collège qui est déjà en sureffectif, et cette 11e 6e ne fait que aller vers un collège qui sera encore plus en difficulté par rapport au nombre d'élèves qu'on y trouve. On ne veut pas justement pour des problèmes pédagogiques, pour des problèmes de vie scolaire, hein, et on a des incivilités qui augmentent au fur et à mesure, pour des problèmes de réussite d'élèves tout simplement. On veut pouvoir travailler dans des conditions sereines. Or des conditions sereines, c'est avoir un établissement de 500, de 800. Ce qu'est notre établissement au départ, c'est un établissement de 800, c'est dans les conditions pour accueillir et mener au mieux les élèves vers la réussite. Il faut savoir que lorsque l'on prend les effectifs du collège, on se rend compte qu'il y a un problème. Notamment lorsqu'on regarde les effectifs actuels en 4e, ils prévoient pour l'année prochaine 27 élèves de moins. Où passent ces élèves-là? On n'a aucune idée. Et là, il n'y a pas de réponse par contre. Autant on est capable de nous dire que tout va bien, tout se passe bien, autant on ne peut pas nous expliquer la disparition pure et simple de 27 élèves d'une année sur l'autre. Donc ça cause un véritable problème. D'une part, on sait qu'il y a une commission qui a été mise en place jeudi dernier pour revisiter cet effectif d'une façon globale en Guadeloupe. Mais il faut savoir, et ça je pense que tout le monde le sait, sur le bassin Petit-Bourg-Memao, l'effectif en termes d'habitants augmente de plus en plus. Vous n'avez qu'à voir dans les environs, en circulant un petit peu, il y a de nombreuses constructions qui se mettent en place actuellement au collège sur Petit-Bourg. Ça signifie que Petit-Bourg est de plus en plus attrayant, comme Memao, donc attire énormément de gens, et forcément parmi ces gens-là, il y aura des enfants qui seront forcément, il faudra forcément les mettre à l'école à un moment donné, et ce sera où? Au collège ici. Donc l'alternative est simple, il faut un nouveau collège au niveau de Petit-Bourg, à la limite dans le bassin Petit-Bourg-Memao. Mais il faut réellement que l'on repose concrètement, sérieusement et urgemment le problème rapidement.
Et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Guadeloupe a inauguré vendredi dernier aux Abîmes la toute première maison des organisations professionnelles aux Antilles. Cette maison va permettre de mieux accompagner les artisans en Guadeloupe. Composé d'un secrétariat et d'un agent de développement économique, cet espace leur est totalement dédié pour y effectuer leurs réunions et autres rencontres avec leurs mandants. Tout de suite, reportage avec Maxime Morel et Nicolas Aglas. Je veux dire une nécessité et une demande forte des organisations professionnelles puisqu'elles avaient quelques difficultés à pouvoir s'organiser. La Chambre des métiers donc, a voulu les accompagner financièrement, mais en mettant à leur disposition donc, ce bâtiment avec du personnel, donc un secrétariat et un agent de développement économique. Parce que nos artisans de Guadeloupe sont en grande souffrance et on a bien compris qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Et c'est la mission première des organisations professionnelles. Et la Chambre des métiers prend toutes ses responsabilités en permettant à ces organisations professionnelles d'être au plus près de leurs mandants, donc au plus près des artisans. Il était important pour moi de venir ici avec le président Lobo parce qu'au niveau national, nous avons des politiques communes sur la problématique des organisations professionnelles. Nous comptons plus de 250 métiers de l'artisanat. Donc il est important d'avoir des organisations professionnelles, car ce sont les organisations professionnelles qui sont à l'origine de la création des chambres de métiers. Et avoir une maison pour les organisations professionnelles, c'est vraiment un progrès. Et nous n'avons pas encore de maison comme celle-là en Martinique, mais je pense que si en Guadeloupe, ils éprouvent la nécessité de mettre en place une OP, une maison des OP financée par la Chambre de métiers de la Guadeloupe, je pense qu'en Martinique, nous emboîterons très vite le pas. On s'est vraiment battu depuis 2010, comme l'a indiqué le président lors de son allocution. On s'est démené pour avoir cette maison. Il n'y a pas très longtemps, j'ai encore secoué le président pour savoir si les travaux avançaient et je pense que c'est une première et que les artisans sauront se l'approprier parce que si on n'a pas un lieu, si on n'a pas des administratifs pour aider les professionnels, je pense qu'ils ne pourront pas avancer parce que ce sont des petites structures de moins de 10 salariés et il faut gérer comme de grandes structures. Alors je pense que c'est un outil qui était très indispensable à l'ensemble des artisans et qu'ils prendront vraiment part à cette maison des artisans. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué ce matin, le prix du carburant et du gaz ont baissé. Le super samplon est passé d'1,32 € à 1,30 € ce mois-ci. Et le gazole est passé d'1,06 € à 0,98 centimes. Et la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg a été fixée à 17,90 € au lieu de 18,58 € en janvier. Et on poursuit avec le Petit Futé Guadeloupe 2016. Vous souhaitez connaître les bonnes adresses en Guadeloupe? Le Petit Futé 2016 vous offre 480 pages de bons plans pour visiter notre archipel. Les plus belles plages, les bonnes tables, les lieux d'hébergement ou encore les sites historiques. Le Petit Futé est une vraie vitrine pour la Guadeloupe. Un guide qui tombe à pic pour la saison touristique. Reportage avec Harold Luce. Petit Futé est un guide d'information touristique qui est présent dans tout le monde entier. Nous avons plus de 845 éditions et en Guadeloupe, c'est donc moi qui suis le responsable sur la Guadeloupe et Saint-Martin-Saint-Barth. Donc ce soir, nous présentons le cocktail et c'est un moment où on se retrouve avec les fournisseurs, enfin les partenaires, les institutionnels, les gens, les acteurs du tourisme qui nous font confiance depuis des années. Donc on va présenter le guide, on va leur dire que les nouveautés, ce qui s'est passé, les nouveaux établissements, les nouvelles choses à faire, à voir, la qualité, l'image numérique, toutes les nouveautés en fin de compte. Là j'ai recommencé la prospection pour le 2016-2017 et là je m'aperçois que vraiment il y a du monde de partout et les gens me disent que même pour l'année prochaine ils ont des réservations. Donc là nous sommes dans la
dans une dynamique touristique qui est très très bonne et l'image de la Guadeloupe a été vraiment revalorisée. Et je suppose que ça, c'est grâce à tout le travail qui a été fait par le CTIG et tous les acteurs du tourisme de Guadeloupe. Actuellement, le tourisme en Guadeloupe se porte bien. Et c'est tout à fait naturel puisque la Guadeloupe a une vocation touristique indéniable et actuellement on peut dire que tant le tourisme résidentiel que la croisière se portent bien et qu'il est difficile en ce moment en Guadeloupe de trouver une chambre ou de trouver une voiture de location. Tout guide et en plus un guide de la qualité du Petit Futé dont les textes sont très commentés et très vrais, tout guide est une richesse pour la destination parce qu'il permet à nos touristes de mieux s'orienter et de mieux partir à la découverte. Et l'UNSA Police Guadeloupe dénonce dans un communiqué publié vendredi le désengagement de l'État sur la violence en Guadeloupe. En octobre 2015, ils recevaient le renfort de 40 gendarmes en pleine campagne électorale. Aussitôt fini, il voit ses militaires plier bagages. L'UNSA demande donc à l'État un nouveau renfort policier en Guadeloupe pour permettre de mieux faire face aux actes de violence qui ne cessent de s'accumuler depuis le début de l'année. La Carujet 2016, c'est pour bientôt. Le championnat du monde de scooter des mers se tiendra du 17 au 20 mars à Villars-Petit-Bourg et accueillera plus de 6 pays. Les organisateurs ont fait leur premier point presse vendredi dernier au Gosier. Écoutons tout de suite leur interview avec Yanis Péquignot. La Carujet est probablement la seule manifestation annuelle où on peut réunir une compétition avec un village énorme, avec un espace enfant, avec des soirées, avec des fêtes, parce qu'il y en aura beaucoup cette année, il y aura 4 ou 5 fêtes, parce que vous l'aurez compris, on essaye dans le développement de la Carujet, de par son internationalisation dont Hélène Poirier a dû vous parler tout à l'heure, eh bien nous allons tenter d'en faire un produit sportif à vocation touristique. Donc de ce fait, nos amis de la Caraïbe, on a entre 4 et 600 Martiniquais qui viennent déjà chaque année. On va essayer de leur donner un peu plus de raisons de venir plus nombreux. Voilà. Nos amis caribéens pareil. Et puis avec les agences de voyage, les tours opérateurs, on est en train, en collaboration avec le CTG, de créer des, comment pourrais-je dire, des packages qui vont nous permettre de vendre la destination Guadeloupe à travers une semaine de fêtes, de courses, d'animations, de soirées et de fêtes au sens large du terme. Je l'ai prononcé souvent parce que c'est vraiment un segment. Il y a la course et tout autour de la course, il doit y avoir un certain nombre d'animations. Voilà ce qui va se passer autour de cette Carujet. Donc elle prend une, comment pourrais-je dire, une caisse de résonance. Voilà. Ça se passe du 17 au 20 mars. Je dirais qu'on va partir sur les bases de l'année dernière, autre que le vendredi 18. Nous avons une étape qui va se terminer, je dirais, à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est exceptionnel parce que c'est un peu la carte postale de la Guadeloupe. Et puis ça permettra aussi aux pilotes d'aller sur Marie-Galante, faire un coucou à Saint-Louis et puis gagner à Sainte-Anne. On va commencer par les nationalités. Cette année, on a des pilotes. Alors, on a 8 nationalités qui seront représentées. La Chine, Porto Rico, l'Espagne, la Belgique, la France, la Corse, la Guadeloupe, bien évidemment, la Martinique. La nouveauté, c'est que nous avons décidé toutes les 2 semaines environ de faire un point presse pour annoncer les évolutions sur la Carujet. Dans une quinzaine de jours, on a la première conférence de presse qu'on a mis en place au ministère des Outre-mer. Donc l'occasion pour nous, dans le cadre du développement de la Carujet, de promouvoir la manifestation au niveau national et international, et puis bien évidemment de développer des relations avec des partenaires et des sponsors encore plus forts. L'Organisation mondiale de la santé a tenu une réunion d'urgence ce matin concernant le virus Zika. L'OMS s'inquiète d'une propagation du virus au niveau mondial. Ils devraient se prononcer mardi prochain sur leur éventuelle décision. En attendant, l'OMS ne formule aucune recommandation concernant les voyages dans les zones touchées. La plus efficace des préventions
étant d'éliminer donc les eaux stagnantes et utiliser les répulsifs. La 3e édition du Moule en héritage s'est déroulée pendant tout le mois de janvier. Pour cette édition, plusieurs rencontres et visites étaient organisées autour du thème l'héritage amérindien. L'événement s'est clôturé hier par une grande parade masquée en charrette à bœufs. Tout de suite, les images avec Michel Terrasse. Nous sommes sur notre 4e édition du défilé de charrettes masquées sous le Moule. Les premières années, les associations n'avaient pas tout à fait compris ce que nous voulions. Donc nous sommes passés de 7 charrettes à 15 l'an dernier et 21 cette année. Toutes les associations du Moule donc, prennent possession d'une charrette, la décorent à leur façon, se déguisent et pour faire la parade de charrette. C'était formidable, très beau. On reviendra vous voir. On reviendra vous faire une petite visite. Voilà. Oui, c'est la première fois, ouais. Comment vous trouvez? Magnifique. Magnifique, surtout avec les bœufs, les gros bœufs. Très très beau. Le carnaval, là, c'est super. C'est bien parce qu'en fin de compte, on voit ce qui s'est passé, disons, dans le temps. Et pour les enfants, tout ça, c'est très très bien. Ils ont vu ce que leurs parents ont fait, leurs grands-parents. Et c'est très très bien. On n'oublie pas les histoires. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est la première fois que je le vois. Je voyais le carnaval, oui, mais on s'arrête jamais. Heureux, super beau. Magnifique. Très bien. Très bien. Oui. Nous reviendrons. Ça nous plaît beaucoup. Voilà, je pense que vous êtes encore timide dans les applaudissements. Applaudissez-les, applaudissez-les. Voilà. 2 mots. Et Mélina Rassi a fêté ses 100 ans samedi à la Maison des Aînés au Lamentin. Michel Terrasse était sur place. Messieurs, je suis vraiment fier aujourd'hui d'avoir Madame Mélina, notre adhérente, qui a 100 ans, un siècle. Bravo, Madame Mélina. Mesdames et messieurs, chers parents, chers enfants, chers petits-enfants, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de fêter avec moi cet anniversaire 29 janvier 1916 à 29 janvier 2016. 100 ans. Un âge auquel je ne m'attendais pas. Un âge auquel encore je ne m'attendais pas. Voilà. Et pourtant, il est là. Alors, il faut l'accepter. Bon. Ton courage et beaucoup de volonté t'ont permis de surmonter et faire face aux problèmes et aux épreuves de la vie. Il faut dire que tu as eu un mari formidable à tes côtés qui nous a malheureusement quittés trop tôt. Nous n'avons toutefois jamais manqué de rien. Cela n'a pas été tous les jours facile avec 7 enfants. Mais la vie est ainsi faite avec aussi ses difficultés. Tu as su faire de ton mieux car tous tes enfants ont réussi leur vie honorablement. Voilà. L'heure du bilan est arrivée pour enfin te témoigner notre grande reconnaissance et notre amour. Nous espérons que Dieu nous permettra de rêver pour profiter de toi longtemps encore. Alors, chiche, à l'année prochaine, maman.
Ce qui nous permettra de crier encore pour les enfants. Maman, nous t'aimons. Joyeux anniversaire. Et vendredi dernier, à Petit-Bourg, avait lieu un concert de solidarité pour le Zion Park qui a brûlé en décembre pour des raisons encore inconnues. Alex Gann, le propriétaire, remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour organiser cette action qui a eu un vif succès. Plus d'une vingtaine d'artistes étaient réunis à l'initiative de Smiley. Il a réussi à réunir plus de 1 000 € pour rebâtir ce temple du reggae. Il est 13h20, c'est la fin de ce cours ZCL. Mais on se retrouve donc demain avec Zandronis. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez raté l'édition, vous pouvez donc la suivre donc sur notre site www.zcl.tv. Et nous, on se quitte sur les images du Carnaval des enfants qui a eu lieu samedi matin à Bemao. Un carnaval très réussi, hein, comme vous venez de le voir. Nous avons fait le tour, nous sommes partis d'ici, nous avons fait le tour de la ville. Nous sommes heureux, les enfants sont heureux. Il n'y a pas eu d'incident et donc nous sommes très contents. Aujourd'hui, nous avons vu les écoles de la ville de Bemao, en tout cas faire la parade dans les rues de Bemao. Il n'y avait pas uniquement les enfants des écoles. Il faut savoir qu'il y avait aussi les jeunes de la maison de la petite enfance. Le plus jeune a au moins 1 an et nous avions aussi les aînés qui ont défilé avec eux, histoire de montrer l'intergénération et le grand lionnage qui existe sur le territoire de Bemao. Tous les âges étaient représentés.